Audio Jungle. Dans Plateau Foot, ce jour, le déballage des majeurs. Mauvaise affaire pour Tottenham, Liverpool n'en profite pas. Aubameyang enfonce Arsenal un peu plus en Première Ligue. Zinedine Zidane, lui, de son côté, il sourit avec son Real en pleine renaissance. Djinda Konam et Retafe menacés par le vent de la zone rouge. Un nouveau patron en Bundesliga, le Bayern cède son fauteuil au Bayern. Pendant ce temps, Lucien Favre viré après la déculottée de Dortmund. En Outre-Alpes, Dybala, Ronaldo, ticket gagnant pour la Juve. Festival de la Roma, de l'Inter et de l'Atalanta. Puis Lyon tient Paris dans ses crocs. Lille au sommet, Marseille c'est du 6 à la suite. Voici ce qui meuble la première partie. La deuxième ouvre le débat sur la question de la triche sur l'âge des joueurs africains convoités par les clubs européens. À qui profite cette pratique? Réponse des spécialistes dans le débat. Puis la troisième partie consacrée aux appels des auditeurs 92 03 60 31 97 24 26 26. Dans la libre antenne, Franck Lunyama nous fait l'honneur d'être présent sur ce plateau. Bonjour Franck. Bonjour Angelo, bonjour le plateau, bonjour chers auditeurs. C'est un plaisir comme toujours d'être présent. Le week-end c'est globalement bien déroulé? Oui, globalement, on a bien fait le week-end avec un repos à la vie, donc c'est bien. C'est important pour démarrer une nouvelle semaine. Nous avons également avec nous Joël Haï. Salut Joël. Oui, bonjour Angelo, bonjour à tout le plateau et surtout à tous ceux qui sont à l'écoute actuellement. En pleine forme? Très en forme. Très en forme. Oui. Même pas forcément comme Manchester United. Mais bon, on en parlera justement dans le courant de cette émission. Nous attendons Fifi Asogbavi en studio, duo technique et l'homme à devant Anas PM. Je suis Angelo Folikwe, PFE 648. Bueno. English Premier League News. Le 183e derby de Manchester entre United et puis City. La dernière fois, les deux équipes se sont rencontrées. Mais un match apparemment soporifique parce qu'à la fin, 0-0. Qui a remporté on peut dire la partie, même s'il y a eu un 0-0 à la fin? Oui, c'est United. D'accord. Oui, c'est United. Et pourquoi? Oui, mais bon, au vu de ce que les deux équipes ont produit sur leur match antérieur, les semaines passées, Manchester a plus bénéficié de ce nul que City. Et comment ça s'explique qu'à domicile, United n'a pas su dérouler face à City? Oui, United aurait pu gagner. C'est vrai qu'ils ont eu des opportunités des deux côtés, bien sûr. Bon, dans tous les cas, le nul fait beaucoup plus plaisir, pour ne pas dire porte plus de joie du côté Mancun et Red que Blues, Sky Blues. Vous pensez? Oui. Franck Lunyama, vous partagez son avis? C'est un match sans saveur. Ouais. On savait un peu par rapport à la position de ces deux clubs que il n'y aura pas grand-chose parce que les Sky Blues se cherchent. Du côté des Red Devils, on a envie de faire quelque chose pour rentrer un peu dans la compétition et occuper la place qui est, on va dire, un peu la place des Red Devils. Mais à l'arrivée, on n'a rien vu. C'est un match, je ne sais pas, sans saveur, indolore. Il n'y a rien pour moi. Maintenant, c'est City qui est quand même venu et comme Joël l'a dit, je crois que ça fait un peu du bien à Manchester United parce que quoi qu'on dise sur la qualité des deux effectifs, je crois que City avait quand même les moyens de pouvoir faire quelque chose, mais ils n'ont pas su le faire. Donc voilà, Manchester peut se contenter de ce point de vue, même si on voulait voir les Reds se produire, faire quelque chose dans ce match, mais il n'en est rien. Fifi, bonjour, bienvenue. Bonjour Angelo, je salue le plateau, je salue également tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment. United est une équipe que vous aimez depuis fort toujours. Ce match-là, 0-0, des résultats en dents de scie pour Ole Gunnar Solskjaer, vous le voyez continuer sur la durée? Je pense que si ça continue comme cela, à un moment donné, il va falloir trouver des solutions. Est-ce que ces solutions vont commencer par le départ de Ole Gunnar Solskjaer, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que depuis le début de la saison, Manchester est en train de souffrir. Manchester est en train véritablement de souffrir aujourd'hui. Je crois 8e au classement.
Reversé en Ligue Europa. C'est en Ligue Europa. Pourtant... et de quelle manière? C'est frustrant. Oui. Je ne sais pas si nous allons en parler, mais c'est quand même frustrant. Être premier à 2 journées de la fin de la phase de poule et se retrouver à la 3e place. Exactement. À la fin, c'est quand même frustrant. Donc sur ce match-là, oui. Comme l'a dit les autres, quand on voit à peu près tout ce que Manchester est en train de faire depuis le début de la saison et les problèmes, tous les problèmes de Manchester, moi je m'attendais même pas à un match nul de la part de Manchester United. D'accord. Oui, parce que défaite ou victoire? Non, moi je pensais que City allait s'en sortir dans cette rencontre. Et quand vous prenez également les confrontations entre les 2 équipes depuis plusieurs années maintenant, oui. C'est City qui est à la faveur, et c'est City qui est en avance, même si la saison dernière Manchester a su battre City. Je crois, oui, en aller-retour la saison dernière. La saison dernière, c'était une surprise depuis plusieurs années déjà. Donc, sur cette rencontre-là, je pense que Manchester s'en sort plutôt bien et doit pouvoir mieux faire les journées à venir. En tout cas, on notera la belle victoire de Leicester 3-0 face à Brighton avec un but notamment de l'inconditionnel Jamie Vardy qui a encore marqué dans cette partie. Il y a également le 1-1 entre Fulham et Liverpool, le même score entre Tottenham et la formation de Crystal Palace. Voilà, justement, Mourinho n'était pas du tout content de la prestation de ses poulains. Mais il faut quand même rappeler que Harry Kane a encore marqué dans cette partie. On va parler d'Everton qui a également battu la formation de Chelsea. Mais ce qui nous intéresse plus, c'est la défaite d'Arsenal face à Burnley. Aubameyang ne marque plus, mais s'il faut marquer, il faut marquer contre son camp. Granit Xhaka qui prend un rouge. Arsenal aujourd'hui menacé de relégation en Première Ligue. Tout est contre cette équipe des Gunners ces derniers temps. Lorsque vous voyez la performance de l'équipe, ça ne ressemble pas à cette équipe d'Arsenal qui reste quand même, il y a quelques saisons, on va dire l'un des cadres du Big Four. Exact. Aujourd'hui, vous l'avez dit, l'équipe est en train de plonger dangereusement. Et il n'y a rien à faire aujourd'hui que de changer de méthode, de changer de façon de faire. Parce que là, 4 défaites à la suite, ça ne ressemble pas à Arsenal. Et puis Aubameyang qui ne marque plus, mais qui arrive à marquer contre son camp. C'est quand même incroyable. C'est incroyable. Sur ce match-là, tout était contre les Gunners. Oui. Granit Xhaka qui se fait sortir sur un carton rouge. Et puis derrière, ce but malheureux contre son camp de Pierre-Emerick Aubameyang. Oui. Donc, c'est quand même dangereux pour Arsenal. On ne voit plus cette équipe qui produit un football, on va dire, travaillé, construit, qui séduit tout le monde. Aujourd'hui, c'est un peu la catastrophe, oui. Au point où les gens sont en train de demander le retour de Mesut Ozil depuis quelques semaines. Oui. Mais là, Arteta ne s'en sort pas. Je ne sais pas trop ce qu'il faut faire pour cette équipe, mais c'est quand même ridicule de voir Arsenal comme ça. Il faut sauver le soldat Arsenal, aujourd'hui qui est 15e, 4e défaite de suite pour les Gunners. Et face à quelle équipe, s'il vous plaît? À domicile, Burnley, Aston Villa, Wolverhampton et Leicester. En tout cas, à 5 points de la première place de relégation au classement, on retrouve Tottenham 25 points. Premier, Liverpool est 2e avec 25 points également. Il n'y a que la différence de goal qui sépare. Liverpool avait l'occasion hier de ils se sont fait rattraper par Fulham. 3e, Leicester 24 points. 23 pour Southampton. On retrouve Chelsea à la 5e position avec 22 unités. Et puis Manchester United est 8e, 20 points, 19 pour Man City. Les deux clubs se retrouvent de ce côté. Ça vous fait rire que City soit à cette place, c'est ça? Non, c'est le place pour non, les deux même, Manchester United. De toutes les façons, vous êtes des amis inséparables. La 13e journée va se jouer entre mardi, mercredi et jeudi. On attend ce gros match entre Liverpool face à Tottenham. Ce sera, je pense, demain, mardi, face à face Liverpool-Tottenham. Et puis Leicester face à Everton. Fini pour la Première Ligue anglaise, nous parlons de notre majeur. Salta el Madrid, salta el Barça, arranca el clásico. Está el tiempo de la Liga. Sí, suena la que recibe de Casemiro, haga la primera, gol. Il y a eu début dans le derby de Madrid entre le Real et l'Atlético et Fifia Sogbavi. On se rappelle très bien, il y a quelques semaines, il y avait 3 matchs ultimatums pour Zinedine Zidane. Un face à Séville, le deuxième face au Borussia Mönchengladbach, et puis le troisième face à l'Atlético, leader de cette Liga. Les 3 matchs, Zidane les a tous gagnés.
Donc, comment il fait? Il faut lui poser des ultimatums alors maintenant. Apparemment. Tous les matchs doivent être des ultimatums, ça lui fera gagner des matchs. Puisque c'est comme ça qu'il gagne des matchs là. Comment ça se fait? Je crois que Zidane a été toujours un entraîneur qui s'appuie véritablement sur le mental des joueurs. Je crois qu'il fait un travail, en tout cas, il travaille beaucoup psychologiquement son équipe. Sinon, c'est les mêmes joueurs qui perdent face, par exemple, à Cadiz. Oui. Mais ce sont ces mêmes joueurs-là qui arrivent à battre Séville, à battre comment l'appelle-t-on? Mönchengladbach et l'Atlético. L'Atlético qui n'a pas perdu depuis le début de la saison. Je crois que c'est sa première défaite. Exact. Et donc, moi, je suis pratiquement sûr qu'il fait un travail psychologique avec ses joueurs. Et puis, il a peut-être un vestiaire qui est à son écoute, qui le soutient. C'est important. C'est très, très important. C'est peut-être la différence avec aujourd'hui Arteta, parce qu'on a l'impression qu'avec tous les joueurs aujourd'hui d'Arsenal fait partie quand même des meilleurs effectifs de la Première Ligue. Et Arsenal n'a pas sa place là où il est, et on a l'impression que les joueurs ne suivent pas le discours de l'entraîneur. De l'entraîneur. Peut-être qu'il y a d'autres problèmes que nous ne savons pas. Moi, c'est mon impression. Et du côté du Real, plutôt des joueurs qui sont là pour le coach et qui sont prêts à aider le coach à aller de l'avant. Vous avez évoqué l'aspect des joueurs. Il y en a un du côté du Real Madrid, c'est Sergio Ramos. On a l'impression souvent de parler de plus de Cristiano Ronaldo à la Juventus, Messi au Barça, Neymar au Paris Saint-Germain. Mais Ramos aussi, quand même, c'est un joueur important dans le dispositif de Zinedine Zidane. Non seulement important, c'est un leader. Aujourd'hui, Ramos est la tête de wagon qui tire tout cet effectif. Aujourd'hui, quand Ramos n'est pas dans le choix ou bien il est blessé, on voit déjà le Real Madrid qui joue comme des orphelins. C'est comme ils ont perdu leur papa. Même Zidane est sur le banc, il n'arrive pas forcément à relancer les joueurs, à les remotiver. Mais quand Ramos est là, il y a une joie de vivre. On voit les joueurs sur le terrain, ils se démerdent, tout le monde est là, et on se bat. Vous allez remarquer que quelquefois, quand Ramos n'est pas là, l'équipe ne donne pas, mais quand Ramos est là, ça donne. Et en plus, c'est un monsieur qui arrive à motiver surtout la défense. Chaque fois, il est là à relancer ses coéquipiers, à les encourager, surtout quand Varane fait des erreurs, comme il est devenu monsieur vraiment... Bon, je veux pas... Quand il est bon, vous ne parlez pas, mais dès qu'il fait des erreurs, vous tirez sur lui. I was been n'existe pas en football. Ah, d'accord. Voilà, quand tu joues le haut niveau, c'est I am. C'est-à-dire que tous les jours, ce que tu fais aujourd'hui, qu'on voit aujourd'hui, on parle de Messi. Messi a fait beaucoup, mais aujourd'hui, il est un peu en dedans, on dit, bon, on le critique, c'est toujours comme ça. Mais Sergio Ramos, c'est un leader dans les vestiaires du Real Madrid, et vraiment, c'est un joueur à prendre au sérieux. Alors, Franck Lugnement, justement, l'Atlético qu'on croyait capable de tirer les verres du nez de cette équipe du Real Madrid, elle n'a pas existé. Hein. Elle n'a pas existé. Je crois que Zidane a dû parler, a dû travailler sur le mental de ses joueurs. C'est un homme de défis. Zidane, j'ai envie de répéter, Fifi, quand on lui met la pression, il se retrouve finalement. Regardez un peu avant le match contre le Football Club Barcelone, tout le monde enterrait déjà Zinedine Zidane. Il a gagné avec la manière face à cette équipe. Ensuite, ces 3 derniers matchs qu'on lui a donnés, sans embâche, il a pu gagner avec le même effectif. Donc, sur le dernier match contre AT, l'Atlético Madrid, j'ai envie de dire, c'est des joueurs décidés. Vous allez voir le pressing très haut produit, tant en attaque, au milieu de terrain et même en défense. Donc cette équipe a joué en bloc et a gagné pour son entraîneur. Lorsque vous avez un monsieur qui a gagné la Coupe du Monde, qui a gagné l'Euro, qui a gagné la Ligue des Champions, qui a gagné avec ses clubs partout où il est passé, les joueurs n'auront que d'oreilles pour ce monsieur. Voilà. Ils lui font confiance, ils le soutiennent, surtout le capitaine SR4. Donc il a déjà dit, je mourrai toujours le maillot pour Zinedine Zidane. Donc c'est un groupe et qui à un moment donné se sent en danger, qui se dit oui, maintenant il faut se réveiller. En tout cas, de toutes les façons, sur les 3 derniers matchs, ou bien l'ultimatum qu'on a donné à Zinedine Zidane, c'est le parcours sans faute et c'est impressionnant de la part de ce monsieur. Donc je pense que les joueurs vont pouvoir continuer comme ça. C'est vrai aussi qu'on ne peut pas
gagner tous les matchs. Oui. Il y a parfois, on va dire, des chutes et après on se relève. Voilà. C'est un peu le cas du Real Madrid qui s'affirme toujours lorsqu'on pense que cette équipe disparaît. En tout cas, ça fait le plaisir des Merengues, des Socios de la Casablanca. Le Real s'est imposé 2-0 face à l'Atlético de Madrid. C'est te rappel, le Barça petitement a battu la formation de Levante 1-0. Real Sociedad fait un partout face à Eibar. Et puis, ce qui est également inquiétant, c'est la dégringolade de Retafe, qui aujourd'hui est quatrième, là, déjà fait 17e au classement avec 13 petits points. Retafe battu récemment par le FC Séville 1-0. Il a encore battu, je crois, ce week-end. Hein. Oui, par le FC Séville 1-0. À domicile. Avec l'absence de Dakonam qui a on est en train de perdre du terrain. Oui, ils sont carrément en train de perdre du terrain. Ce n'est pas le Getafe que nous avons vu en début de saison. Exact. Qu'est-ce qui se passe C'est compliqué à dire parce que quand on prend l'équipe en place, c'était déjà l'équipe qui était pratiquement dans la saison dernière. C'était cette équipe-là qui avait était même en Ligue Europa. En Ligue Europa, mais déjà à la fin de la saison, on en parlait et on disait que ça n'allait pas. Ça a commencé la saison dernière vers la fin. Mais on s'est dit parce qu'ils ne se sont pas bien préparés pour la reprise après la longue trêve due au coronavirus. Oui. Mais on se rend compte aujourd'hui que même après tout cela, là, ça ne va pas du tout. Il va falloir pour les dirigeants de trouver véritablement les solutions. Est-ce que c'est l'effectif est-ce que ce sont les autres qui se sont mieux préparés que c'est Getafe qui ne s'est pas bien préparé? Est-ce que c'est l'effectif aujourd'hui qui n'est plus à la mesure même de la Liga? Oui. Il va falloir trouver des solutions. En tout cas, Bordalas a du pain sur la planche, tout comme Jen Dakonam. Et on rappelle qu'au classement, on a la Real Sociedad leader avec 26 points, 26 également pour l'Atlético de Madrid, 23 points pour le Real Madrid, classé 3e, 22 pour Villarreal, 4e, 5e. Le FC Séville, 19 points. Le Barça est 8e avec 17 points. On l'a dit tout à l'heure, Retafe 17e avec 13 points devant Levante, Huesca et Osasuna Pampelune. Et fini pour la Liga espagnole. Direction la Ligue Bundesliga. Alles über Bundesliga. On va parler de la Bundesliga avec le changement de patron justement dans ce championnat-là. C'est le Bayer Leverkusen qui est désormais leader. Oui, cette équipe prend le pouvoir. Et puis l'autre information, c'est que l'entraîneur de Borussia Dortmund, Lucien Favre, est viré. Vous êtes surpris? Les deux événements, pas totalement, mais un peu. Ah, d'accord. Donc lorsqu'on prend un peu le Bayer Leverkusen, qui s'est baladé face malheureusement au club de Illas Bebo, 4 buts à 1. Donc voilà, ce qui permet à cette équipe de pouvoir prendre les commandes de cette compétition. 4 buts à 1, c'est un festival du Bayer Leverkusen qui cette saison a visiblement changé, on va dire, de méthode dans le jeu. Vous la trouvez plus ambitieuse? Oui, plus ambitieuse, cette équipe de Bayer Leverkusen qu'on a retrouvée en finale avec le Real Madrid en 2000. Et on se souvient de cette magnifique frappe de Zinedine Zidane. Exactement. Voilà. Donc 4-1, c'est une victoire sans embâche pour cette équipe de Bayer Leverkusen qui lui permet quand même de prendre les commandes de la compétition. Vous allez le voir au moment du classement. Et puis de l'autre côté, c'est le Borussia Dortmund qui à la maison s'est fait corriger. C'est incroyable. S'est fait promener par cette équipe qu'on n'attendait pas, Stuttgart, 5 buts à 1. Comment ça s'explique? Je ne sais pas. C'est une équipe qui vient de se qualifier quand même pour les huitièmes de finale de la Ligue européenne des champions. Et derrière, avoir une telle raclée, qui plus est à domicile. Alors, les dirigeants n'ont pas accepté ça. J'ai envie de poser une question. Est-ce qu'aujourd'hui, Dortmund, le fait d'enchaîner les matchs, le fait d'avoir un effectif aussi très jeune, ce sont là les raisons? Bon, je ne sais pas trop si l'entraîneur ou bien le staff technique ou bien les dirigeants ont accepté de faire venir des jeunes, c'est qu'ils ont envie d'avoir une politique sur l'avenir. Mais sauf qu'ils n'ont pas d'expérience. Ils n'ont pas d'expérience, mais si on les aligne, ça veut dire que on a compris ou bien on voit en eux des gens qui peuvent tenir tête aux autres clubs. Parce qu'on ne peut pas faire de hasard. Oui, ça peut arriver pour les clubs. On ne peut pas faire de hasard dans un club comme ça. On ne peut pas faire de complaisance. C'est vrai que même le Bayern a sombré face à Hoffenheim, souvenez-vous. Donc voilà, 5 buts à 1 à l'arrivée, ça fait quand même des effets. Et les dirigeants ont dit ça suffit. À l'entraîneur suisse qui est arrivé depuis 30 mois, soit 2 ans et demi. Donc il a enchaîné des défaites incompréhensibles
au Signal Iduna Park. Et les décideurs ont dit maintenant, ça suffit. C'est bon. Et on te remercie pour tout le travail. Vous avez été 2 fois vice-champion d'Allemagne et puis tout. Mais bon, ça va quoi. On va trouver quelqu'un pour continuer. Donc c'est compliqué. Mais bon, Lucien Favre aura terminé son boulot du côté du Borussia Dortmund. Vivement qu'il débarque ailleurs. Voilà. Et le Bayern également a souffert face à Union Berlin. Le mur était là dressé, le mur de Berlin. Je ne pense pas, puisque déjà à la 4e minute, ils ont encaissé le but de Union Berlin. Et puis derrière, ils ont couru. Il a fallu attendre plus d'1 heure de jeu pour voir Robert Lewandowski venir égaliser pour le club bavarois. Et ça fait 1-1. Ce qui est quand même intéressant pour le Bayern, c'est que Coman est toujours là, partout. Coman est là, chaque match. Il est un peu dans la forme de sa vie ces derniers temps. 5 ou 6 passes décisives déjà depuis le début de saison. Depuis la Ligue des Champions où il a marqué contre le Paris Saint-Germain, le Français réussit quand même à apporter sa touche, à être décisif dans les matchs du Bayern de Munich et ça fait du bien pour lui puisque l'entraîneur dit toujours du bien de lui et lui fait confiance. Champion du monde. On va voir d'autres résultats. Celui de Mayence face à Cologne. Mayence qui perd à domicile, 0-1. Fribourg domine Arminia Bielefeld 2-0. Mönchengladbach fait jeu égal avec Hertha Berlin. 1-partout. Leipzig a dominé Werder Brême 2-0. Wolfsburg prend le meilleur sur Francfort 2-1. Et Augsbourg et Schalke ont fait jeu égal 2-partout. Voilà. Lorsque vous prenez le classement. Après cette 11e journée, vous avez parlé de ce changement-là, c'est le Bayer Leverkusen qui prend le pouvoir désormais. Après 11 journées, 25 points, suivi du Bayern 24 points et 3e Leipzig 24 points aussi. Wolfsburg est en 4e position avec 21 points et le top 5 est bouclé par le Borussia Dortmund et 19 points. Et lorsque vous prenez la position d'Offenheim, 12 points, 12e, ça ne va pas toujours par rapport à ce qu'on nous a montré au début de la saison. Ça ne va pas. Et au bas du tableau, on a Fribourg, 14e, 11 points. 15e, Cologne, 10 points. Arminia Bielefeld se retrouve au niveau du 16e rang, 7 points. Mayence, 5 points, 17e. Et puis Schalke, qui n'a que 4 points sur 33 possibles. Ouh là là. Schalke qui est en train petit à petit de prendre le chemin de la Bundesliga 2. Voilà, il va falloir se réveiller. Sinon, vous l'avez dit. Et puis du côté des buteurs, Angelo, on a Robert Lewandowski qui, avec ce but face à Union Berlin, est à 13 buts désormais. Erling Haaland, sans avoir joué, est toujours 2e avec ses 10 buts. Et Lucas Salario qui disparaît de la 3e position et qui laisse cette place à Wout Weghorst de Wolfsburg avec 9 réalisations. C'est lui justement qui a offert le doublé à son équipe dans le dernier match qu'ils ont joué. Et voilà. Voilà qui est dit. Donc, Herr Nunyama, on va terminer pour la Bundesliga avec... je ne sais pas si c'est un suspense, mais ma foi, il n'y aura pas de suspense pour le trophée The Best FIFA qui va être décerné le 17 prochain. Je crois que le 17, c'est quoi là? C'est jeudi. Voilà, c'est jeudi, si je ne me trompe pas. C'est la semaine prochaine. Non, c'est cette semaine, Franck Nunyama. Nous sommes le 14. Nous sommes le 14, donc c'est le 17. Le 17, voilà. N'est-ce pas? Cette semaine, n'est-ce pas? Le trophée du meilleur joueur de l'année de la part de la FIFA. Il y a Robert Lewandowski. Qui a tout raflé. Pour sa saison, je crois. Il y a Lionel Messi. Il y a Cristiano Ronaldo. Non plus. Non, Robert Lewandowski. No comment. Il n'y a pas de commentaire là-dessus. Normalement, on peut dire que c'est du folklore, ce qu'ils ont fait. D'accord. Voilà qui est dit. Le 17 décembre, s'il vous plaît, la cérémonie The Best FIFA 2020. Fini pour la Bundesliga. Cap sur... Tutto calcio Italia. Spacca la porta. Segna anche Team Cup. Nous parlons du 11e épisode de la Serie A italienne avec le 2-2 entre le Milan AC et Parme. Alors Joël Aïe, aujourd'hui le Milan qui est leader de cette Serie A depuis le début de la saison, surpris par cette performance ou vous pensez que c'est le bon retour normal des choses? Non, le Milan est en train de renaître et c'est déjà une bonne chose, surtout avec le vieux jeune qui tient le câble et qui arrange tout cet effectif. On peut dire que Milan est en train de reconquérir progressivement
la Série A. Mais seulement, moi j'attends plutôt de voir Milan, cet effectif sur la phase retour. Pour le moment, sur la phase aller, ils sont exceptionnels, ils sont bons. Ils sont premiers toujours, malgré leur nul d'hier. Oui, face à Parme, demi partout. Je pense que cette équipe joue bien. Aujourd'hui, c'est mieux que les années antérieures, le Milan qu'on voit. Mais seulement, pour moi, le Milan sera jugé sur la phase retour. On attend de voir justement les prestations de la formation de Stefano Pioli. La Juventus, grâce à Dybala, Cristiano Ronaldo, buteur sur pénalty à 2 reprises, qui renverse la formation du Genoa. Oui, en principe, ça ne devait pas être une surprise. Juventus, en championnat italien, a toujours joué les premiers rôles. C'est vrai que depuis quelques journées, on se plaignait, on se disait, mais qu'est-ce qui arrive à ce club qui n'arrive pas à aligner des victoires? Donc, battre Genoa, ce n'est pas une surprise. On va parler de la victoire de l'Inter Milan, Franck, 3-1 face à Cagliari. Romelu Lukaku, il est toujours là, même si l'Inter éliminé de toute compétition européenne cette année. Ouais, c'est ce qui reste un peu au travers de la gorge d'Antonio Conte. Cette équipe avait quand même les moyens de continuer la compétition. Elle s'est fait lamentablement éliminer et maintenant il va falloir rassurer les supporters. Exact. Il y en a qui ont déjà réclamé la tête d'Antonio Conte, qui disent avec un tel effectif, on ne voit pas comment l'Inter ne pouvait pas marquer le moindre but face au Shakhtar à domicile. Donc voilà, il va falloir quand même tenter de les rassurer, ce qu'ils ont fait avec cette victoire 3-1. Donc je pense que ça va faire un peu du bien, même s'ils continuent de se gratter la tête, de grincer les dents. Beaucoup de regrets. Après cette élimination de toute compétition européenne. Ça ne ressemble pas forcément à cette équipe qui a gagné le trophée en 2010, si je ne me trompe. Avec José Mourinho. Très bien. Qui était même finaliste de l'Europa League. La saison dernière. Ah oui. On se rappelle de cette demi-finale Inter-Barça où Samuel Eto'o a joué toute la partie latéral. En tant que latéral. C'est quand même incroyable. Voilà. C'est juste un souvenir. L'Atalanta qui écrase la Fiorentina 3-0. La belle victoire, le festival de buts de la Roma, 5 buts à 1 face à Bologne. Et au classement, on retrouve le Milan AC qui est leader, 27 points, 3 points de plus que l'Inter, deuxième. Et puis on retrouve la Juventus qui n'est pas loin, troisième avec 23 unités. Naples est quatrième, 23 points également, 17 pour la Lazio Rome qui est classée aujourd'hui 9e. Et ça continue du côté de la Serie A, la 12e journée va avoir lieu cette semaine, mardi, mercredi et jeudi. On aura un fumant Juventus-Atalanta et puis un explosif Inter Milan, deuxième au classement face au Napoli, quatrième. Voilà, le rendez-vous, il est pris justement avec nos partenaires de Canal+. Monaco, le champion. Et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. Lacazette réussit le sien, 28e but de la saison sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. Ah oui, aujourd'hui ça fait bien. On va parler de Lyon qui a du croc, de la faim, qui a justement griffé même, pris le Paris Saint-Germain pratiquement de partout parce que le Paris a perdu sur le terrain, a perdu la tête du championnat et finalement a perdu Neymar sur blessure. Ça fait trop pour le Paris Saint-Germain, Fifi. Oui, ça fait trop pour le Paris Saint-Germain, mais je crois que sur l'ensemble de la partie, c'est mérité pour Lyon, qui a joué un match sérieux du début jusqu'à la fin, qui a mis en place un dispositif empêchant le Paris Saint-Germain de produire du jeu durant toute la partie. Oui. Et voilà, sur l'ensemble du match, c'est mérité pour Lyon. Mais maintenant, quand on parle de Neymar blessé, oui, Neymar était blessé à la fin, en toute fin de partie, mais Neymar paie aussi quelque part son individualisme. On le trouve dans les rencontres, on a l'impression qu'il veut à lui tout seul jouer. Vous pensez que sa façon de jouer l'expose à être blessé? Non, oui, l'expose à être blessé. Je ne cautionne pas, les agressions ou bien les fautes, mais même dans cette rencontre, Thiago Mendes. C'est son compatriote. C'est son compatriote. Je ne crois pas qu'il ait fait sciemment. D'accord. Oui, il a certes blessé Neymar, mais Neymar aussi a
trop cette habitude de vouloir trop garder le ballon et de ne pas... Mais la Ligue 1 a besoin de joueurs spectaculaires, n'est-ce pas? Oui, mais en même temps, il faut voir quand ton équipe est dominée, quand ton équipe doit revenir au score. Des fois, il faut aller de l'avant. Pour vous, parfois, il faut jouer simple. Il faut jouer simple. Des fois, il y a des coéquipiers à côté de lui qui se démarquent, mais qui ne le fait pas. Ça agace des fois les adversaires. Alors, oui, allez-y rapidement avant de donner la parole aux autres. Pour terminer, au-delà de tout, il faut reconnaître que le Paris Saint-Germain a été mauvais hier. Lyon a été bon, mais le Paris Saint-Germain aussi a été mauvais. On a vu une défense à 3 qui a souffert, cette défense souffert durant toute la partie, n'arrivait même pas à faire des relances. Quand ils ont le ballon, ils ralentissent le jeu, ils ne peuvent pas retrouver les milieux de terrain, c'était compliqué et tout ça. Tourelle, je me demande réellement si Tourelle a encore toute sa tête avec... La question, elle est vraiment bien posée. Alors, Joël Aïe, aujourd'hui, cette équipe du Paris Saint-Germain, quand vous la voyez se produire, c'est quoi le problème? Non, moi, je pense que c'est le tactique. C'est la disposition tactique sur le terrain. Les joueurs sont bons? Les joueurs individuellement, ils sont bons. D'accord. Mais collectivement, c'est comme ils ne se retrouvent pas trop dans les systèmes de jeu que propose le Depuis tout ce temps? Oui, je me dis, à un moment donné, la saison dernière, ils ont eu une rechute, on dirait, en 2013, je crois, c'est Ribéry avec l'histoire du Ballon d'Or. C'est une situation pareille. L'année dernière, ils ont joué la finale de la Ligue des Champions Covid. Oui. Et ils se voyaient déjà champions d'Europe. Ils se voyaient déjà tout beaux. Et voilà, ils sont retombés. Malheureusement, ils n'ont pas pu enchaîner. Je me dis que dans un coin de la tête, les joueurs ne sont plus super motivés. Ce qui n'est pas normal. Et surtout le cas de Neymar, dont on parle Fifi tout à l'heure, moi j'ai comme l'impression, ça ne reste que mon avis, Neymar s'amuse trop avec le ballon. Et ça dit qu'à un moment, il faut être sérieux, il faut jouer. Au même moment, il est indispensable, voire décisif dans les grands matchs pour le Paris Saint-Germain. Oui, dans les grands matchs, il est indispensable. Oui. Mais il s'amuse de trop avec le ballon, ce qui l'expose facilement à ses... Le football, c'est un jeu après tout, n'est-ce pas? Oui, un jeu, mais il faut du sérieux dans le jeu. Et il faut libérer le ballon au bon moment. Fifi a évoqué un aspect. La dernière fois, il y avait Mbappé qui était au deuxième poteau. Neymar aurait pu simplement libérer le ballon. Mbappé allait marquer. Il a voulu dribbler et en mettre une enroulée. Malheureusement, il a perdu le ballon. Et après, il se plaint chaque fois. C'est son habitude. Donc, ce monsieur... Il est bon, mais il n'apporte pas beaucoup au PSG. Alors, curieusement, oui, François, vous réagissez avant de parler rapidement de Lille et de l'Olympique de Marseille. Ouais, Neymar, on l'a vu la dernière fois face à cette équipe de Başakşehir avec un super but. Il a fait un triplé dans ce match. Neymar, c'est un peu être bien aujourd'hui, demain être mauvais. Il aligne le bon et le moins bon. On ne peut pas comprendre qu'un tel joueur de ce niveau, un joueur d'un niveau mondial puisse aligner, on va dire, ces genres de performances. C'est ce qui fait nettement la différence entre lui, Cristiano Ronaldo et Messi. Parce que c'est des gens qui se sont installés depuis 10 ans et qui réalisent pratiquement les mêmes performances chaque saison. Neymar, je ne sais pas si c'est c'est un problème physique ou il a toujours la tête ailleurs, comme bon nombre de joueurs brésiliens qui, arrivés à un certain niveau, arrivés à un certain stade, rentrent un peu plus dans le people, dans les fêtes, comme ce fut le cas pour Ronaldinho, comme ce fut le cas pour celui-là qui est condamné pour 9 ans, Robinho. Il y a un autre, j'oublie le nom, qui avait joué du côté de l'Inter, rappelez-moi le nom, Adriano, justement. Donc c'est un problème qu'on ne comprend pas alors qu'ils ont beaucoup de qualité. Donc voilà, aujourd'hui le PSG fait un peu face à cette situation. Il est bon aujourd'hui, demain il est mauvais. Je ne sais pas trop, peut-être que c'est l'entraîneur qui a travaillé avec lui, c'est le préparateur physique qui doit faire quelque chose, je ne sais pas trop, mais Neymar, ce n'est pas ça. On va parler de Marseille qui fait 6 victoires de rang, même s'il y a eu des matchs reportés, mais l'Olympique de Marseille est sur un très bon rythme. Très bon rythme, ça fait 2-1 face à Monaco, et puis c'est face aux grands cette saison, comparativement au Paris Saint-Germain qui, cette saison, a du mal a gagné face aux grands. Il a perdu face à Lyon, face à Marseille, face à Monaco. Et Marseille, cette saison plutôt, ce qu'on lui reprochait souvent,
Et il réussit maintenant. Marseille arrive à réussir maintenant parce que Marseille a battu Paris Saint-Germain, a battu la dernière fois Monaco, a fait nul face à Lyon, en déplacement. Oui. Donc, c'est très bien pour les Phocéens. 2-1 et face à Monaco. C'est bon à prendre. C'est bon à prendre. On va parler de Lille, désormais nouveau leader de la Ligue 1. Lille, désormais nouveau leader grâce à sa victoire face à Bordeaux. Oui. 2-1. Oh, et quel but de Jonathan Bamba. C'était Il est magnifique. Un peu comme Ronaldinho face à Chelsea à une certaine époque, en Ligue européenne des champions. Le petit pointu, mais pratiquement à l'extérieur de la surface de réparation. Oui, Fifi, allez-y. Et voilà donc Lille 2-1 face à Bordeaux. Oui, allez-y, Fifi. Il y a Saint-Etienne qui fait match nul à domicile face à Angers, 0 but partout. Ça ne va pas pour les Verts. Ouais, Brest qui domine Reims, 2-1. Oui. Nantes, jeu égal avec Dijon, 1 but partout. Strasbourg-Metz se sépare également sur un match nul, 2 buts partout. Lorient domine Nîmes. Enfin, Lorient gagne. 3-0, oui. Nîmes qui ne va pas du tout bien également. Oui, c'est compliqué. Et Rennes qui bat Nice en déplacement. Nice qui avait déjà viré Patrick Vieira. Voilà, et donc ça fait Nice qui perd à domicile encore. Et ça fait le bonheur de Rennes, 1-0. Et puis Montpellier qui domine également Lens en déplacement. 3 buts à 2. Magnifique match, 3 buts à 2 entre Montpellier et puis Lensois. Et au classement Au classement, Lille, comme tu viens de le dire, prend la tête du classement avec 29 points, suivi de Lyon, 29 points, c'est serré. Paris Saint-Germain est 3e avec 28 points. Marseille est 4e avec 27 points. C'est serré. Montpellier est 5e avec 26 points. Les 5 premiers là sont à 3 points. Se tiennent à 3 points. Se tiennent à 3 points. Et puis en bas de classement, on retrouve Nîmes 18e avec 11 points. Reims est 19e avec 10 points. Dijon, bon dernier avec 9 points. Dijon qui n'est pas du tout vraiment verni cette saison. Vous voulez dire quelque chose avant de redonner la parole à Fifi? Oui, je voulais parler du syndrome olympique du côté Paris Saint-Germain cette année. D'accord. Au classement des meilleurs buteurs, une idée? Rapidement, je veux. Puisqu'il y aura match également en semaine. Le mercredi déjà, quelques affiches. On peut parler de Rennes qui va recevoir Marseille. D'accord. Voilà, donc le Paris Saint-Germain qui va jouer Lorient, Lyon qui reçoit Brest. Et voilà, c'est quelques affiches. Sinon, il y a Ligue 1 le mercredi prochain. D'accord. Et au classement des buteurs, Kylian Mbappé en tête avec 10 réalisations, suivi de Dia de Reims avec 8 réalisations. Toko Ekambi de Lyon, 7. Ben Yedder de Monaco. 7. Ben Yedder aussi, en temps blessé, mais qui ne se fait plus voir. Il s'est raté la dernière fois face à Marseille. Surtout face à Steve Mandanda. C'est bon, Fifi? Kakuta est 5e avec 6 buts. Gaël Kakuta également un superbe gaucher qu'il faut voir du côté du Racing Club de Lens. Merci beaucoup, Fifi, pour toutes ces informations. Et désormais, on va essayer de débattre sur un sujet tout aussi intéressant. Le débat des spécialistes. Les grands joueurs automatiquement ne deviennent pas des grands joueurs. Il y a le cas Maradona. Un certain Mancini, il dit Balotelli court, il marche. Des anciens joueurs qui deviennent pour la plupart des grands entraîneurs. La preuve avec Zinedine Zidane, ce qui veut dire qu'ils ont forcément une autre façon de penser le football aujourd'hui. On n'est pas forcément obligé d'être un grand joueur pour être un grand entraîneur, ce que Mourinho a réussi. C'est le côté spirituel, magie, tout ça là. C'est vrai, nous sommes en Afrique, on va me dire que tout peut se passer, mais à 99%, vous gagnez le match sur le terrain. Et l'autre là, on va dire que c'est une chance qui vous a souri. Le débat des spécialistes. Alors, de retour sur le plateau de l'émission PFE, vous êtes justement en train de nous suivre en direct sur Sport FM et même via le Facebook Live à travers toute la planète. Le sujet qui nous intéresse au niveau du débat, c'est la question de la triche de l'âge des joueurs africains tant convoité par les clubs européens. Alors, Franck Nounyama, c'est un débat très sensible, à chacun de pouvoir justement donner son avis sur le cas de la triche des âges des joueurs. Vous êtes d'accord que ça existe dans le domaine du football africain? Ça existe. Et c'est pratiquement une institution dans certains pays. On avait taxé, on va dire, de super le Cameroun dans les années précédentes. On a parlé du Nigeria. La preuve avec ces pays qui avaient souvent gagné les compétitions au niveau des jeunes. On a parlé également du Ghana. Et lorsque je
reprends un peu la déclaration, la sortie de l'ancien international sénégalais Guiran Dao, qui avait dit 99% des joueurs sénégalais ont triché sur l'âge. Franck, est-ce qu'il n'exagère pas? Mais c'est un professionnel qui l'a dit, il avait ses preuves. Et là, derrière, il y avait cette sortie, on va dire, colérique de Diomansi Kamara qui avait joué contre lui, qu'il avait traité de pyromane. Et il a dit, bon, maintenant je présente mes excuses. Mais il n'a pas retiré ce qu'il avait dit. Donc quand il dit 99% des joueurs sénégalais, autant forcément pour les pays africains, trichent sur l'âge, ce qui veut dire que c'est une réalité. La preuve, elle est là, parce que lorsque vous voyez beaucoup de joueurs africains qui s'étaient imposés dans la catégorie des jeunes, je ne donne que cet exemple de 2007 ici à Lomé, où on a vu des Nigérians qui avaient gagné la compétition au niveau des cadets, avec Akinsola qui a sorti une frappe venue d'ailleurs. Un enfant de moins de 17 ans ne pouvait pas faire cette frappe. Vous prenez au Sénigani à l'époque, mais lorsque les Érythréens s'accrochaient à ce joueur, il tombait tout simplement. Et au Sénégal, il continue. Donc, ce qui veut dire qu'il y a cette triche. Au lieu de 17 ans, des gens viennent avec 25, même plus, pour jouer. Il y a cet exemple au niveau du tournoi de l'UFOA B au Bénin. Vous regardez les joueurs togolais, vous regardez ceux béninois, ce n'est même pas une comparaison à faire. Vous regardez les joueurs burkinabés, mais c'est extraordinaire. Je ne sais pas ce qu'ils mangent pour avoir, on va dire, un tel gabarit à moins de 20 ans. Donc c'est une organisation dans certains pays. Souvenez-vous, la CAF avait sanctionné le Bénin, la CAF avait sanctionné la Côte d'Ivoire, la CAF avait sanctionné le Burkina Faso. Ce n'est pas pour un gros zéro. Donc je me dis que c'est une institution. Maintenant, avec cette histoire de l'IRM, les gens tentent de corriger un peu les choses. Et derrière, c'est les agents qui se disent, oui, avec ce joueur qui a du talent, si je le mets sur le marché à tel âge, ça va marcher. Et parfois, on trompe les parents. Parfois, on trompe les dirigeants. Parfois, les dirigeants eux-mêmes participent à cette triche. Donc, ça ne fait gagner rien à ce football. Il faut que les joueurs jouent sur leur réel, on va dire, âge. L'exemple de Tony Kroos est là, qui a disputé la Coupe du Monde de 2007 avec les éperviers en Corée. Je ne sais pas, c'est ça, non? Voilà, aujourd'hui, regardez le niveau de Tony Kroos. Est-ce qu'il a remporté? Il a remporté la Coupe du Monde, la Ligue des Champions, des titres avec les clubs là où il est passé. Donc, ce qui veut dire que ce joueur n'a pas connu de triche. Parce que lorsque vous trichez sur l'âge, il y a des exercices, il y a un niveau où vous allez vous disloquer. Il n'y a rien à faire. Donc, voilà, ça ne sert à rien de tricher. Je crois qu'il faut bien préparer les joueurs, leur donner la chance de jouer sur leur vraie valeur, leur vrai âge. Et c'est à partir de ce moment que l'Afrique, avec tout son talent, peut profiter. Un joueur, Joël Aïe, qui à lui tout seul a 3 passeports et au même moment, on le retrouve quelque part dans un championnat européen. Pour vous, comment cela est-ce possible aujourd'hui? Oui, Franck vient de le dire tout à l'heure que cette trichette est maintenant institutionnalisée chez nous, c'est-à-dire en Afrique en particulier. Ailleurs aussi, il peut y avoir ça, mais aujourd'hui, quand on prend l'exemple de nos leaders, aujourd'hui, regardons un tout petit peu le côté européen. Je prends l'exemple de Buffon. Je prends l'exemple de Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo, Messi. Mais comparativement, on prend, je reviens chez nous, on prend nos joueurs africains, ceux qui ont vraiment porté, pour ne pas dire porté haut, les couleurs de l'Afrique, je dois dire pas de leur pays seulement, les Drogba, les Eto'o, Adebayor, Yaya Touré, voilà. Mais attends, quand on regarde ces joueurs, comment est-ce qu'un certain Pirlo a continué pas à jouer jusqu'à plus de 40 ans. Vous ne comprenez pas. Aujourd'hui, les nôtres, à peine 36, 37, 38 ans, ils raccrochent. Pour vous, quelque part, ils ont diminué leur âge? Pas quelque part. Ils ont tous participé à ça. Aujourd'hui, c'est une institution telle que Franck le disait tout à l'heure. Moi, je pense que je l'affirme, le premier responsable de ces actes, c'est les joueurs d'abord. D'accord. Parce que c'est lui-même qui donne cet accord. C'est-à-dire, quand on lui fait des propositions, il veut coûte que coûte jouer, il veut coûte que coûte arriver. C'est ce qui se passe. Aujourd'hui, ils ne commencent pas à jouer, on crie, ils sont bons, mais il n'a arrivé aussi de bons contrats et ils ne durent pas. Après, on va dire une blessure, et puis voilà. Ils le font pour de l'argent. Ils disparaissent. Et en plus, les nôtres aussi se contentent trop du peu
qu'on leur présente et ça leur va. Parce qu'ils se disent que peut-être qu'on n'aura pas la chance d'avoir ces mêmes conditions, ces mêmes moyens d'ici 10, 15, 20 ans. Aujourd'hui, on l'a en 2-3 ans, on peut saisir ça et puis basta, on continue. Et c'est triste pour l'Afrique. Il y a également le cas d'un certain Christian Bassogog. À l'époque, lors de la CAN 2017, on parlait d'un joueur de 18-22 ans. Mais quand vous voyez la morphologie, franchement... Même le visage. Voilà, c'est un grand frère après tout. Alors, il y a un problème également de formation qui s'impose à la base des compétitions des jeunes pour pouvoir respecter les âges des joueurs africains convoités par les clubs européens. Formation à l'égard de qui? Des jeunes joueurs. Des joueurs qui veulent forcément aller en Europe. Est-ce que c'est une histoire de formation? Moi, je pense que... Compétition alors pour les jeunes, histoire d'avoir de vrais âges sur leur naissance? Oui, il faut trouver des solutions à ce problème-là. Oui. Et j'écoutais quelqu'un la dernière fois qui disait qu'il va falloir au niveau de la CAF, à partir de quand les enfants déjà à l'âge de 10 ans qui sont dans des centres de formation, il va falloir au niveau de la CAF par exemple avoir déjà les fiches de ces joueurs-là au niveau de la CAF, même s'ils ne sont pas appelés en équipe nationale, peut-être au niveau des centres de formation, au niveau des fédérations nationales, mettre en place un système pour pouvoir enregistrer ces enfants dès l'âge de 10 ans quand ils commencent à jouer. Et même quand ils progressent, chaque année, il faut renouveler. Chaque année, à telle enseigne que quand on est à U17 et on est appelé en équipe nationale, on a déjà au niveau de la CAF, au niveau de la fédération, un fichier avec les noms. Ils ne peuvent en aucun cas changer. Puisque quand ils vont changer, ça va se faire voir au niveau de... Il faut penser à trouver des solutions à ces problèmes-là. La CAF, pour moi, la CAF est en train de fuir ses responsabilités. Parce que si la CAF se tait, parce que la CAF pense que je vais dépenser des moyens pour pouvoir vérifier. On joue le tournoi UFOA B. Mais ce qui se fait là-bas, c'est incroyable. C'est incroyable ce qui s'est passé. Quand vous suivez le match Bénin-Togo, moi, à la fin... Quand les gens sont contents parce qu'ils ont battu le Togo, c'est frustrant parce que vous avez un joueur, le capitaine béninois, qui Charbel Gomez, qui en 2017 jouait déjà face au Togo, je crois, si ce n'est pas les éliminatoires du CHAN ou du tournoi de l'UFOA, et des grands. Donc à cette époque, il avait 14 ou 15 ans, puisque nous jouons les U20. C'est ce que ça veut dire. Il avait déjà 15 ans. 15 ans pratiquement. Alors quand vous voyez le gars, vous savez pertinemment qu'il n'a pas ça. Et c'est de la tricherie et ce n'est pas bien. Il va falloir sévir également au niveau des fédérations parce que les parents sont coupables, les encadreurs sont coupables et les joueurs aussi sont coupables. Et les intermédiaires de joueurs, entre guillemets, agents? Les agents de joueurs. Les agents de joueurs également sont coupables parce que des fois, ils viennent voir le joueur, ils disent « Ah non, si vous voulez qu'il joue longtemps, si vous voulez qu'il aille loin, il va falloir qu'on refasse quelque chose à la base, qu'on transforme quelque chose. » Histoire de diminuer ton âge de 4 ans, de 5 ans. Pour que tu puisses aller à l'extérieur. Vous savez, quand vous avez des jeunes comme ça qui ont peut-être 17, 18 ans, et quand on leur dit ça, ils jouent bien, quelqu'un vient leur voir dire on va t'amener en Europe, il va falloir... Ce sont des enfants, ils vont accepter. Je ne les cautionne pas, mais il faut punir durement les parents et les encadreurs, les agents de joueurs. Au Togo, on est en train de faire un effort au niveau des passeports parce que c'est compliqué pour les joueurs togolais aujourd'hui de frauder sur l'âge et d'avoir un passeport. C'est pourquoi on a pu avoir une équipe comme ça. Et ça, c'est intéressant pour l'avenir. Voilà, c'est ce que je voulais. C'est comme ça que je voulais terminer. Oui. C'est pour dire que si les Africains veulent des résultats, qu'ils se mettent à travailler. Qu'on commence un travail à la base et qu'on suit ces joueurs-là. Le Togo a amené une belle équipe et moi je dis, si les âges étaient vraiment respectés, moi je crois que cette équipe irait peut-être bien loin. Maintenant, il va falloir dans la durée travailler sur 3, 4, 5 ans avec cette équipe et on aura peut-être dans 4 ans une belle équipe nationale togolaise. C'est sur ça que les Africains doivent s'appesantir s'ils veulent aller loin. En tout cas, on suivra toujours, on en parlera toujours, mais je pense que nous, en tant qu'hommes de médias, on est en droit de dénoncer ce genre de choses parce que ça n'arrange pas du tout le football africain. Le football africain toujours attendu au niveau, par exemple, de la Coupe du Monde. Jusque-là, on n'a même pas encore disputé une demi-finale. Oui. Et là, pendant ce temps, les autres nations continuent de travailler et de faire des résultats. Alors, carton rouge aux différents responsables et surtout, respectons les âges des joueurs pour qu'on puisse les voir évoluer de façon pérenne. Merci, dames et messieurs, d'avoir donné vos avis sur le sujet. On va désormais donner la parole à nos auditeurs, sûrement, qui sont en train déjà de pianoter leur téléphone pour nous rejoindre dans l'émission.
Plateau Foot Europe. Bonjour auditeur. Bonjour monsieur Foliko. Oui, Kpadé, comment vous portez-vous? Maintenant en pleine forme, maintenant en pleine forme. Ah oui, c'est aujourd'hui quoi? C'est le moteur diesel ou essence? Kérosène. Intéressant. Juste un petit bonjour à vous. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous faites. Merci infiniment. Nous connaissons, je ne sais pas pourquoi il veut insister la fois dernière. Qui? Le coach de l'Atlético Madrid. Ah oui, oui. Il connaît bien Zidane. Je sais pas pourquoi il veut insister. Ouais, mais Kao Carré, comment tu l'expliques le fait qu'il est toujours en noir, cravate noire, chemise noire, pantalon noir, doudoune noire, c'est quand même incroyable, non? Non, c'est son style. C'est son style. Il est déjà en deuil face à vous, c'est ça. Allez, bonne fin d'émission. Merci Kao Carré, à très bientôt. On va prendre quelqu'un d'autre. Bonjour auditeur. Oui, allô, bonjour grand frère. Oui, Gérardson. Ah ouais, comment vous allez? Oui, nous allons tous bien et vous? On a grâce aujourd'hui. Allez-y, s'il vous plaît. Ah ouais, je vais parler de mon Real Madrid. Allez-y. Je comprends pas des fois Zidane. Oui. J'ai l'impression que cette habitude devient quelque chose pour lui. Il aime trop qu'on le critique pour pouvoir montrer quelque chose enfin. Oui. Parce qu'il a l'habitude d'évoluer en dents de scie. Tantôt c'est bon, tantôt c'est mieux, tantôt c'est mauvais. C'est pas bon du tout pour nous les supporters. Mais attendez, le football c'est les nuls, les matchs gagnés et puis les défaites, n'est-ce pas? Ah ouais. Ah ouais. Il faut voir le club dans lequel tu es, les joueurs que tu as, pour nous dire qu'aujourd'hui que le Real a été battu par Cadiz, l'inventé, bon, ces gens de matchs ne sont pas faits pour le Real Madrid. Vous n'êtes pas d'accord? Même quand même, quand on sait qu'il y a match nul, défaite et puis victoire. Oui. Donc, pour vous, le Real doit toujours gagner les 38 matchs de la Liga? D'accord. Ok. De la sorte que le Real de Zidane avait ce club et ses joueurs perdent les matchs. D'accord. Des fois, c'est pitiable. Ok, d'accord. Donc, on va continuer de prier, de monter en puissance. C'est pas qu'on va gagner tous les matchs quand même. Merci mais beaucoup. On va voir. D'accord. Merci beaucoup, Gérardson. À très bientôt. Quelqu'un d'autre? Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Présentez-vous. Épervier de Kégué. Épervier de Kégué. Bonjour. Oui. Bonjour. Je salue le plateau. Bonjour à vous, oui. Et mes amis qui sont là-bas. D'accord. Et je voulais vous dire, oui. Pourquoi j'aime la France. Si un Togolais passe de là, ou bien un Africain très talentueux passe de là, il faut savoir qu'il est déjà à haut niveau. D'accord. C'est pour cela, moi, à chaque temps, moi je suis derrière la France. Ok. Et deuxièmement, celui qui dit que, par exemple, bon, je vais donner pour moi, le Real, j'ai dit que tôt ou tard, il va gagner. Ok. Parce que c'est un entraîneur qui est ambitieux et il sait comment parler aux joueurs, il sait comment faire son sport. Et si quelqu'un dit que les petites équipes ne gagnent pas Real, non, n'importe qui peut gagner Real. N'est-ce pas? Real aussi peut gagner n'importe qui. C'est le football. D'accord. Bon, c'est ça. Merci beaucoup, Épervier. On a gagné une sport ici. Désolé, il est parti gagner là-bas. Le sport, c'est pas une science exacte. Voilà. Donc, je salue tout le monde. Merci beaucoup. Merci de ton côté. Bonjour. Salut-moi à Latif, hein? Oui. À Latif, troisième. Allez, à bientôt, mon cher ami, à bientôt. Alors, on va toujours continuer de recueillir les appels des auditeurs dans l'émission Plateau Foot Europe. Anas qui s'affaire de l'autre côté, il est là. Bonjour. Bonjour, vous êtes en direct. Oui, allez-y. Oui, ça va, tout va bien ici. Ça va chez vous? Super. Allez-y. Ok, merci. J'ai dit merci pour la victoire d'hier. Ça a été laborieux. Ça a été compliqué. Merci. Le tirage est déjà tiré, non? Non. Ah? Pas encore. Ok, j'ai un point de pause de secteur à côté, mais je vous dis bonjour à l'homme. Okay. Merci à tout le monde. Merci, à bientôt. Merci de la fidélité d'écoute. Oui, on a encore, je crois, 2 petites minutes pour recueillir les avis et commentaires des auditeurs. Il y a quelqu'un qui est là. Oui, Anas nous fait signe. Bonjour, auditeur. Allô? Oui, bonjour. Oui. C'est moi qui reviens.
Oui, voilà. J'ai oublié de saluer les U20 togolais. Ah, d'accord, c'est bien noté. L'âge qu'ils sont amenés, oui. Et les autres ont amené les gaillards pour jouer contre le Togo. Et je suis fier de voir le bon jeu qu'ils ont produit. Demain serait bon. D'accord, merci beaucoup. Bye. Demain serait bon. Voilà, c'est le titre d'une chanson. Voilà aussi. Merci beaucoup, Épervier de Kégué. Il y a quelqu'un d'autre, Anas, au niveau du téléphone. On va essayer de rapidement faire le tour de table pour le top et le flop du week-end. Si quelqu'un en a ou pas, on va... Fifi, vous avez une idée sur le top et le flop? Le flop, c'est le Paris Saint-Germain. Ah, d'accord. D'accord. Ok. Joël? Oui, le top, c'est le Real et le flop, c'est Arsenal. Arsenal, ouf. On salue au passage Benoît Nousoukma, qui doit être très vénère contre cette équipe d'Arsenal. Franck Nouniama. Oui, j'ai le même regard que Joël Aïe. Oui. Le top, naturellement, c'est le Real avec Zinedine Zidane. Exact. Et le flop, il n'y a rien à dire, c'est Arsenal. Oh là. On va faire le tour de table. Franck, on va vous retrouver pour... quelques salutations à l'endroit des personnes bien aimables à vous. Oui, on voudrait dire bonjour à ceux qui sont les inconditionnels de cette émission et qui passent leur temps à nous suivre chaque fois qu'on est là. Merci à eux pour le soutien. On va dire excellente semaine et puis une pensée pour le fondateur de la radio. Oui, tout à fait. Joël Aïe. Oui, bonjour à tous ceux qui aiment vraiment cette émission. Mon coach Amadou Mounirou, Habib et à tous, pour ne pas dire tous les membres des deux plateformes, BFE et Triple C. Ah voilà. Fifi Assogbavi, vous avez une liste aujourd'hui? Salutations à Julien Adanete, oui. Qui anime très bien la plateforme PFE. Et je pense à Zarif et également à Gordo. Oui. Et puis à toutes les dames qui sont sur cette plateforme. Ah oui, Gordo doit être très content d'avoir reçu votre salutation. Nous disons également bonjour à tous ceux qui sont justement sur la plateforme Plateau Foot Europe. Bonjour à Victor Gana, à Jean-Marie Fabrice, à Gobli Ataï, Léon Né Ayodi, sans oublier Gédéon, tous sur le Facebook Live. Et puis également un certain Félix Walla, merci pour tout. On se donne rendez-vous lundi prochain, histoire de parler du tirage au sort de la Ligue européenne des champions, de la Ligue Europa, du trophée The Best FIFA et tout. Toujours sur la 91.9. Merci à Eloma Dovon et à Nas PM. À très bientôt et surtout belle semaine de travail à toutes et à tous. Ciao, ciao.